bienvenue dans notre analyse. L'autre jour, je dînais chez des amis et le débat a éclaté, comme chaque automne, quoi. Ah, le fameux débat sur le chauffage. Exactement. L'un jurait qu'il fallait laisser son chauffage tourner en continu, mais à bas régime, pour, je cite, « garder les murs chauds ». Mhm. Et l'autre le traitait de pollueur et coupait tout systématiquement en partant travailler. Classique. Et chacun était absolument persuadé de détenir la vérité économique, écologique. Ça m'a fait penser que cette question, on se la pose tous. Bien sûr. Allumer en continu ou par intermittence? C'est ce grand mystère qu'on va tenter de résoudre aujourd'hui en plongeant dans les analyses qu'on a sous les yeux. C'est un débat classique et c'est normal que tout le monde ait un avis parce que la réponse est en fait profondément contre-intuitive. Ah oui, Oui. Ce qui ressort d'emblée des documents, c'est que la plupart d'entre nous, on pose mal la question. On se concentre sur l'action. J'allume ou j'éteins. d'accord. Mais la seule chose qui compte vraiment, la variable qui change absolument tout, c'est la déperdition de chaleur. La fuite en gros. Voilà. Le vrai combat, ce n'est pas de gérer l'appareil qui produit la chaleur, mais de lutter contre la fuite de cette chaleur. Et cette fuite, elle dépend quasi exclusivement de la qualité de l'isolation du logement. Ah d'accord, donc avant même de toucher au bouton du radiateur, il faut savoir si on habite dans une forteresse thermique ou une passoire. C'est ça l'idée. C'est exactement ça. Les sources qu'on a analysées comparent un logement bien isolé à un thermos. Un thermos. Oui. Une fois que c'est chaud à l'intérieur, ça le reste très longtemps, avec un minimum d'effort. À l'inverse, une maison mal isolée, c'est une cruche percée. D'accord, l'image est claire. Vous pouvez verser autant de chaleur que vous voulez dedans, elle s'échappe presque aussitôt. Comprendre dans quel type de récipient on vit est la première étape. Et c'est ce qui va déterminer toute la stratégie. Alors, explorons ça. Commençons par le cas idéal, le thermos. On est dans un logement récent ou bien rénové, avec du double vitrage, des murs bien isolés, bref, un endroit où l'on se sent bien. Quelle est la stratégie gagnante ici? Pour ce logement bien isolé, la réponse est simple et sans appel. Il vaut mieux jouer avec le thermostat. C'est-à-dire? C'est le chauffage intermittent qui est le plus malin. Le raisonnement est purement physique. Comme la maison est une sorte de forteresse qui conserve très bien la chaleur, Le fameux thermos. voilà. Si on baisse le thermostat la nuit ou pendant une absence en journée, la température ne va chuter que très très lentement. On parle d'1 ou 2 degrés à peine sur plusieurs heures. La maison garde son inertie thermique. Donc l'effort pour remonter la température au retour n'est pas si terrible que ça, c'est ça le calcul. Exactement. La relance du système pour passer, disons, de 17 à 19 degrés le matin ne demande pas un pic d'énergie démesuré. Ah d'accord. Le système n'a pas besoin de tourner à plein régime pendant 1 heure pour compenser. L'énergie économisée pendant toutes les heures où le chauffage était en veille est largement supérieure à la petite surconsommation de la relance. Le bilan est donc très clairement positif. Très clairement. Chauffer par intermittence, c'est-à-dire moduler la température selon sa présence, est la solution la plus rationnelle et la plus économique dans ce cas. C'est logique. En gros, la maison fait une grosse partie du travail toute seule en gardant la chaleur prisonnière. C'est ça. Bon, maintenant passons au scénario que beaucoup de gens connaissent malheureusement, la fameuse passoire énergétique. Hmm. Le logement ancien, les murs froids au toucher, le petit courant d'air près de la fenêtre qu'on essaye d'ignorer. Et c'est là que tout s'inverse. Pour une maison mal isolée, la recommandation est de maintenir un chauffage en continu à une température modérée et constante. Attends, ça me paraît fou. On nous la pète depuis des années qu'il faut absolument baisser ou couper quand on n'est pas là pour économiser. Je sais, T'es en train de me dire que pour les millions de personnes, c'est en fait le pire conseil à suivre et que ça leur coûte de l'argent. c'est exactement ce que les analyses démontrent. Et c'est pour ça que c'est si contre-intuitif. D'accord. Dans une passoire énergétique, dès qu'on coupe le chauffage, la température ne baisse pas, elle s'effondre. La chaleur s'échappe par tous les ponts thermiques. Les ponts thermiques, c'est un de ces termes qu'on entend souvent, mais sans toujours savoir ce que c'est. Alors imagine que tes murs isolés sont un grand manteau d'hiver. Ok. Un pont thermique, c'est une fermeture éclair qui serait restée grande ouverte. C'est un point de rupture dans l'isolation, une sorte d'autoroute à froid qui traverse tes murs. Une autoroute à froid, j'aime bien l'image. Ça peut être le contour d'une fenêtre mal posée, une dalle de balcon en béton qui continue à l'intérieur. Et c'est par là que toute la chaleur s'enfuit à toute vitesse. Mhm. Et le vrai problème, ce n'est pas seulement que l'air se refroidit. Ce sont les murs, les sols, les plafonds. Toute la structure de la maison devient glacée. Ok, donc si je résume, la physique du truc, dans une passoire, le vrai combat, c'est pas de réchauffer l'air,
mais de réchauffer les murs. Et ça, c'est un gouffre énergétique. C'est le cœur du problème. Quand on relance le chauffage, il doit fournir un effort titanesque. D'accord? Il doit d'abord réchauffer ces murs qui agissent comme des éponges à calories. Ils absorbent toute la chaleur produite avant même qu'on ressente le moindre confort. Ah oui, je vois. Le pic de consommation pour cette relance est si énorme qu'il annule et dépasse presque toujours les maigres économies réalisées en coupant le chauffage. C'est dingue. Ce qui est fascinant ici, c'est que la même action, baisser le chauffage, a des conséquences énergétiques diamétralement opposées. Dans un cas, c'est la clé des économies. Dans l'autre, c'est une source de surconsommation. D'accord. J'ai l'impression de commencer à comprendre la logique de base. Le premier réflexe à avoir, c'est de connaître sa maison. C'est ça. Mais est-ce que ça marche pareil si on a des vieux radiateurs en fonte qui pèsent une tonne ou des petits convecteurs électriques tout légers? J'imagine que l'appareil lui-même a son mot à dire. Il a un rôle crucial. C'est la deuxième couche de complexité et elle est essentielle. Chaque appareil de chauffage possède ce qu'on appelle une inertie. L'inertie. Oui, c'est sa capacité à stocker la chaleur et à la restituer lentement. Un radiateur en fonte, c'est l'exemple parfait de la haute inertie thermique. Il met du temps à chauffer, mais une fois éteint, il continue de diffuser une chaleur douce pendant un beau moment. Il a une mémoire de chaleur. Voilà. Ah, mais oui, ça explique tout. C'est pour ça que mon vieux grille-pain dans la salle de bain est glacial 30 secondes après l'avoir éteint. Précisément. C'est ce que les documents appellent un chauffage à faible inertie. Ces appareils, comme les convecteurs que tu appelles grille-pain, ont une inertie quasi nulle. Zéro. Ils chauffent l'air très vite, mais ne stockent absolument aucune chaleur. Dès qu'on coupe le courant, c'est fini. Et pour ce type d'appareil, même dans une maison bien isolée, les laisser tourner en continu n'a aucun sens économique. Donc la règle change encore. La stratégie doit s'adapter. Pour ces appareils très réactifs, il faut adopter un mode intermittent très dynamique. Le principe, c'est de chauffer uniquement quand on est présent dans la pièce Ok. et de couper dès qu'on la quitte. On chauffe la salle de bain juste avant la douche, pas 3 heures avant. On allume le radiateur du bureau seulement pendant qu'on y travaille. C'est du chauffage à la demande en fait. Exactement. Essayer de maintenir une température continue avec ce type d'équipement, c'est comme essayer de remplir un seau percé avec une pipette. Un gaspillage permanent d'énergie. Ok. Donc si je récapitule, on doit jongler entre l'état de nos murs et le type de radiateur qu'on a. Ça commence à faire beaucoup de calculs mentaux à faire chaque matin en se levant. C'est un peu ça. J'imagine qu'il y a un moyen d'automatiser tout ça pour ne pas devenir fou. C'est là que le fameux thermostat entre en jeu, j'imagine. C'est exactement ça. Le thermostat programmable, c'est le chef d'orchestre. C'est l'outil qui va appliquer la bonne stratégie à notre place sans qu'on ait à y penser. Ah, enfin une bonne nouvelle. Et les experts consultés dans nos sources donnent des recommandations de température très précises pour une gestion optimale. L'idée n'est pas de chauffer toute la maison à 22 degrés, mais de moduler intelligemment. Quelles sont ces températures magiques alors? Pour les pièces à vivre, comme le salon, la température de confort conseillée est de 19 degrés. 19. Oui, c'est amplement suffisant quand on est actif. D'ailleurs, c'est une recommandation de l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. 19 degrés, c'est vrai qu'avec un bon pull, ça passe très bien. Et pour les chambres? Pour les chambres, on peut descendre à 18 degrés, voire 17. Une température plus fraîche est non seulement plus économique, mais elle favorise aussi un sommeil de meilleure qualité. D'accord. Le seul endroit où l'on peut se permettre un peu plus de chaleur, c'est la salle de bain. On peut viser 21 ou 22 degrés pour le confort. Ah, quand même. Mais la clé du succès, c'est de ne le faire que ponctuellement, juste au moment de l'utilisation. Un bon thermostat permet de programmer une montée en température à 7 heures du matin et une baisse dès 7h30. Et si on part pour un week-end ou en vacances, la tentation est grande de tout couper pour faire un maximum d'économies. C'est une bonne idée? C'est une erreur classique. Couper totalement le chauffage, surtout en plein hiver, peut créer des problèmes bien plus graves qu'une facture élevée. Ah oui, comme quoi. On risque de la condensation, des moisissures et dans les cas extrêmes, le gel des canalisations, ce qui peut causer des dégâts considérables. Aïe. La bonne pratique, c'est d'activer le mode hors gel de son système. Il maintient une température minimale, souvent autour de 7-8 degrés, qui protège le bâti et permet une remontée en température beaucoup moins violente et énergivore à notre retour. C'est fou quand on y pense. Le nombre de disputes familiales, de factures trop élevées ou de gestes qu'on pense écologiques qui viennent juste d'une mauvaise compréhension. D'une mauvaise compréhension de la physique, oui. On ne se bat pas contre le froid, on se bat contre la physique de notre propre maison. Et aujourd'hui, la technologie nous aide beaucoup. Les chaudières modernes, les thermostats connectés. On peut piloter son chauffage depuis son smartphone, ajuster les programmes en temps réel si on rentre plus tôt que prévu. On n'a plus d'excuses pour ne pas avoir une gestion fine.
Donc, si je devais résumer notre enquête pour mes amis du dîner, on est parti d'une simple question binaire. Allumer ou éteindre. C'est ça. Et on a découvert que la vraie question, c'était d'abord, est-ce que ma maison est une forteresse ou une passoire? C'est ça, le point de départ de tout. C'est le diagnostic initial, absolument. Ensuite, le deuxième indice à regarder, c'est l'arme dont on dispose. Un radiateur à forte inertie qui garde la chaleur ou un convecteur réactif qui oublie tout dès qu'on le débranche. Une nuance cruciale qui change toute la tactique. Le meilleur allié dans cette mission, c'est le thermostat programmable, qui permet de mettre en place la bonne stratégie en respectant les températures clés, 19 au salon pour vivre, 18 dans la chambre pour bien dormir. Voilà, On a résolu le mystère. c'est une excellente synthèse du mode d'emploi. Et si on prend un instant de recul, on réalise que toute notre discussion s'est concentrée sur la meilleure façon de gérer une situation existante. Oui, c'est vrai. On a une maison, un système de chauffage, et on cherche la notice la plus efficace. C'est concret et immédiatement utile. Mais ça soulève une question plus fondamentale, une réflexion à garder en tête pour l'avenir. Je t'écoute. Ces analyses nous apprennent à optimiser notre consommation. Mais au lieu de se demander comment chauffer plus intelligemment une passoire énergétique, ne faudrait-il pas d'abord s'interroger sur la priorité et la rentabilité d'un investissement dans l'isolation elle-même? Hmm. La discussion nous a appris à mieux piloter le navire. Mais la vraie question est peut-être de savoir s'il ne faudrait pas commencer par colmater les brèches dans la coque. C'est une bonne question. Car la meilleure énergie et la moins chère sera toujours celle que l'on ne consomme pas.